Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Robert Greene est un auteur américain réputé pour ses ouvrages sur la stratégie, le pouvoir et la séduction. Né le 14 mai 1959 à Los Angeles, Californie, il est diplômé de l'Université de Californie à Berkeley et de l'Université du Wisconsin à Madison, où il a obtenu un diplôme en études classiques. Greene est surtout connu pour ses livres qui combinent des histoires historiques, des stratégies et des conseils pratiques. Voici quelques-unes de ses œuvres les plus célèbres. The 48 Laws of Power, 1998, un guide sur la manipulation et la maîtrise du pouvoir. The Art of Seduction, 2001, un livre sur les techniques de séduction. The 33 Strategies of War, 2006, un manuel sur les stratégies militaires et de guerre applicables à la vie quotidienne. The 50 Th Law, 2009, coécrit avec le rappeur 50 Cent, ce livre traite de la peur et du courage. Mastery, 2012, un guide sur l'atteinte de la maîtrise et l'excellence dans divers domaines. The Laws of Human Nature, 2018, un livre sur la compréhension et la gestion des comportements humains. Les ouvrages de Greene sont appréciés pour leur analyse profonde, leurs conseils pratiques et leur intégration d'exemples historiques pour illustrer ses points de vue. Introduction, Stratégie, les 33 lois de la guerre, de Robert Greene. Bienvenue dans l'univers fascinant de la stratégie et de la tactique, là où chaque mouvement compte, et où chaque décision peut mener à la victoire ou à la défaite. Stratégie, les 33 lois de la guerre, écrit par le maître de la stratégie Robert Greene, est un traité intemporel sur l'art de la guerre, applicable non seulement aux champs de bataille traditionnels mais aussi aux arènes modernes de la vie et des affaires. Robert Greene, fort de son érudition et de sa capacité à distiller les leçons de l'histoire, nous guide à travers 33 lois implacables. Ces lois, empruntées aux grands stratèges de l'histoire et aux chefs militaires, sont autant de principes universels que nous pouvons appliquer pour naviguer dans les conflits et les défis de notre existence quotidienne. Dans ce livre, Greene nous offre un panorama historique riche et varié, allant des champs de bataille de l'Antiquité aux conflits contemporains. Il s'appuie sur les exploits de figures emblématiques telles qu'Alexandre le Grand, Napoléon Bonaparte, Sun Tzu et bien d'autres, pour extraire des leçons de stratégie inestimables. Chaque loi est illustrée par des exemples concrets, des anecdotes saisissantes et des analyses incisives, nous montrant comment ces principes peuvent être appliqués dans notre propre vie. Que vous soyez un dirigeant cherchant à inspirer et à guider votre équipe, un entrepreneur naviguant dans les eaux tumultueuses des affaires, ou simplement quelqu'un désireux de mieux comprendre les dynamiques du pouvoir et du conflit, Stratégie, les 33 lois de la guerre, est un guide indispensable. Greene nous enseigne non seulement comment survivre dans un monde compétitif, mais aussi comment triompher en utilisant la ruse, la patience, et une compréhension profonde de la nature humaine. Préparez-vous à plonger dans un voyage captivant à travers le temps et l'espace, où chaque chapitre vous dévoilera des stratégies éprouvées, des astuces psychologiques et des leçons de leadership qui transformeront votre approche de la guerre qu'elle soit militaire, professionnelle ou personnelle. Chapitre 1. Déclarez la guerre à vos ennemis. Introduction. Le premier chapitre, intitulé « Déclarez la guerre à vos ennemis », pose les bases de la pensée stratégique nécessaire pour aborder tout conflit. Greene commence par nous rappeler que la guerre, sous toutes ses formes, est une constante de la vie humaine. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou social, nous sommes constamment confrontés à des adversaires et des défis qui nécessitent une approche stratégique. Ce chapitre nous exhorte à reconnaître et à nommer nos ennemis, à comprendre les dynamiques de l'antagonisme, et à adopter une posture de combat pour protéger et promouvoir nos intérêts. Résumé du chapitre 1. Greene débute en soulignant l'importance cruciale de définir clairement ses ennemis. Il explique que sans une identification précise de ceux qui s'opposent à nous, nous risquons de nous disperser et de gaspiller notre énergie. Les ennemis ne sont pas seulement des personnes, mais aussi des obstacles, des idées ou des circonstances qui entravent notre progression. En identifiant ces forces adverses, nous pouvons concentrer nos efforts et élaborer des stratégies efficaces pour les contrer. Le chapitre s'ouvre sur un exemple historique percutant, la lutte acharnée de Mary Stuart contre sa cousine, la reine Élisabeth II d'Angleterre. Mary Stuart, reine d'Écosse, nourrissait de grandes ambitions pour le trône anglais, mais sa vie fut marquée par une série de conflits et de trahisons. Greene utilise cette histoire pour illustrer la nécessité de déclarer la guerre ouvertement et de manière décisive. Mary Stuart, bien qu'ayant de nobles intentions, échoua à cause de son hésitation et de ses complots mal planifiés. Greene nous montre que pour éviter un tel sort, il faut être clair et déterminé dans ses intentions. Un autre aspect crucial abordé dans ce chapitre est l'importance de la résolution intérieure. Greene insiste sur le fait que déclarer la guerre commence par une décision intérieure ferme. Cette résolution nous permet de nous concentrer pleinement sur notre objectif, d'éviter les distractions et de mobiliser toutes nos ressources. Il évoque l'exemple du général américain William Tecumseh Sherman,
dont la détermination inébranlable lors de la guerre de sécession permit de mener des campagnes décisives et impitoyables contre les forces confédérées. Sherman comprit que pour gagner, il devait être prêt à adopter une approche sans compromis, même si cela signifiait adopter des méthodes impopulaires et destructrices. Le chapitre explore également la notion de « guerre totale ». Greene explique que pour triompher, il ne suffit pas de s'engager à moitié. La guerre totale implique une mobilisation complète de toutes nos ressources, tant physiques que mentales. C'est une approche où chaque action, chaque décision est orientée vers la victoire. Cette idée est illustrée par les stratégies de Napoléon Bonaparte, qui savait exploiter chaque avantage, chaque opportunité pour subjuguer ses ennemis. Napoléon comprit que la victoire exigeait une dévotion totale à la cause, une volonté de tout sacrifier pour atteindre ses objectifs. Greene aborde également l'importance de la perception dans la guerre. Il souligne que la façon dont nous percevons nos ennemis et comment nous sommes perçus par eux peut influencer l'issue du conflit. En comprenant les motivations, les peurs et les forces de nos adversaires, nous pouvons élaborer des stratégies plus efficaces. Cette section du chapitre se penche sur l'art de la manipulation psychologique, une technique utilisée par les stratèges pour désarçonner et affaiblir leurs ennemis avant même le début des hostilités. L'exemple de l'utilisation de la propagande par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale illustre comment la perception peut être manipulée pour semer la confusion et la peur chez l'ennemi. Enfin, Greene conclut ce chapitre en soulignant l'importance de l'adaptation. Les stratégies rigides et inflexibles sont vouées à l'échec face à un ennemi qui change constamment. La capacité à adapter ses plans en fonction des circonstances et à tirer parti des opportunités imprévues est essentielle pour la victoire. Greene utilise l'exemple du général Erwin Rommel, surnommé le « renard du désert », pour illustrer ce point. Rommel était réputé pour sa capacité à adapter ses stratégies en temps réel, exploitant les faiblesses de ses ennemis avec une précision impitoyable. Conclusion. Déclarer la guerre à vos ennemis est un chapitre fondateur qui nous invite à embrasser pleinement l'état d'esprit stratégique. Robert Greene nous montre que pour réussir, nous devons identifier clairement nos adversaires, adopter une résolution inébranlable, nous engager dans une guerre totale, comprendre l'importance de la perception et rester adaptable face aux changements. En intégrant ces principes, nous pouvons transformer les défis et les conflits de la vie en opportunités de croissance et de victoire. Ce chapitre nous prépare à aborder les lois suivantes avec la détermination et la perspicacité nécessaires pour naviguer dans les complexités de la guerre et de la vie. Chapitre 2. Ne vous battez pas la dernière guerre. Introduction. Le deuxième chapitre, intitulé « Ne vous battez pas la dernière guerre », nous met en garde contre l'un des pièges les plus courants en stratégie, la tendance à se préparer pour des batailles passées plutôt que pour les conflits à venir. Greene explique que cette erreur de jugement peut conduire à des défaites cuisantes, car chaque guerre, chaque conflit est unique. En nous appuyant sur des exemples historiques et des analyses psychologiques, il nous montre comment éviter cette erreur et adopter une approche flexible et adaptable. Résumé du chapitre 2. Greene commence par rappeler que les leçons tirées des guerres passées sont souvent précieuses, mais qu'elles ne doivent pas nous rendre aveugles aux réalités présentes. Il cite le célèbre aphorisme militaire « Les généraux sont toujours prêts à se battre la dernière guerre ». Cette phrase capture l'essence de la myopie stratégique, où les dirigeants et les stratèges répètent les mêmes tactiques, sans tenir compte des évolutions technologiques, culturelles et stratégiques. L'exemple emblématique que Greene utilise pour illustrer ce point est celui de la ligne Maginot. Après la Première Guerre mondiale, la France, traumatisée par les horreurs de la guerre de tranchées, a investi massivement dans la construction de la ligne Maginot, une série de fortifications censées protéger le pays d'une invasion allemande. Cependant, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands contournèrent simplement ces fortifications en passant par les Ardennes, une région que les stratèges français considéraient comme infranchissable. Cette erreur de jugement, ancrée dans la stratégie d'une guerre passée, conduisit à une défaite rapide et humiliante pour la France. Greene souligne que cette tendance à « se battre la dernière guerre » ne se limite pas aux conflits militaires. Dans les affaires, par exemple, de nombreuses entreprises échouent parce qu'elles continuent à appliquer des stratégies obsolètes, incapables de s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Il évoque le cas de Kodak, une entreprise qui dominait l'industrie de la photographie pendant des décennies. Malgré l'émergence de la photographie numérique, Kodak s'est accroché à son modèle de film traditionnel, refusant de s'adapter à l'ère numérique. Cette incapacité à anticiper et à évoluer avec le marché a conduit à la faillite de l'entreprise en 2012. Pour éviter ce piège, Greene propose plusieurs stratégies. Premièrement, il est crucial de rester informé et flexible. La connaissance des tendances actuelles et futures est essentielle pour anticiper les changements et adapter ses stratégies en conséquence. Greene évoque l'importance de l'espionnage et de la collecte d'informations, non seulement sur les ennemis, mais aussi sur les alliés et les environnements en mutation. Deuxièmement, Greene insiste sur l'importance de l'innovation. Les stratèges doivent être prêts à abandonner les méthodes et les tactiques obsolètes pour embrasser de nouvelles approches. Il cite l'exemple de la révolution industrielle,
où les entreprises qui ont su adopter les nouvelles technologies ont prospéré, tandis que celles qui sont restées attachées aux anciennes méthodes ont décliné. Troisièmement, il est vital de cultiver une mentalité adaptable. Green explique que les meilleurs stratèges sont ceux qui peuvent penser de manière créative et flexible, prêts à changer de cap lorsque les circonstances l'exigent. Il évoque la figure de Gengis Khan, dont la capacité à adapter ses stratégies en fonction des conditions changeantes lui permit de conquérir un vaste empire. Le chapitre explore également les aspects psychologiques de ce phénomène. Green explique que la peur de l'inconnu pousse souvent les gens à se raccrocher aux méthodes familières, même lorsque celles-ci ne sont plus efficaces. Il cite des études psychologiques montrant que les individus préfèrent souvent des solutions éprouvées, même en face de preuves de leur inefficacité. Cette réticence au changement est un obstacle majeur à l'innovation et à l'adaptabilité. Enfin, Green aborde la notion de « guerre asymétrique ». Dans un monde où les ressources et les capacités varient considérablement entre les adversaires, il est essentiel de reconnaître et d'exploiter ces asymétries. L'auteur illustre ce point avec l'exemple des guérillas, qui utilisent des tactiques non conventionnelles pour compenser leurs désavantages en termes de puissance de feu et de nombre. La guerre du Vietnam est un exemple classique, où les forces Viet Cong, malgré leur infériorité technologique, réussirent à infliger des pertes significatives aux forces américaines grâce à leur connaissance du terrain et à des tactiques de guérilla efficaces. Conclusion. Ne vous battez pas, la dernière guerre est un chapitre essentiel qui nous met en garde contre les dangers de l'ancrage dans le passé. Robert Greene nous exhorte à rester vigilants, informés et prêts à adopter de nouvelles approches pour affronter les défis actuels et futurs. En évitant de répéter les erreurs du passé et en cultivant une mentalité adaptable, nous pouvons naviguer avec succès dans les conflits de notre temps. Ce chapitre nous prépare à embrasser l'incertitude et à exploiter les opportunités offertes par un monde en constante évolution. En intégrant ces principes, nous pouvons non seulement éviter les pièges de la répétition, mais aussi ouvrir la voie à l'innovation et à la réussite dans tous les aspects de notre vie. Chapitre 3. Se détourner de la bataille frontale et attaquer l'ennemi de côté. Introduction. Le troisième chapitre, intitulé « Se détourner de la bataille frontale et attaquer l'ennemi de côté », explore l'art de la surprise et de l'attaque indirecte. Green nous rappelle que les confrontations directes, bien qu'elles puissent sembler les plus nobles et les plus courageuses, ne sont souvent pas les plus efficaces. En se détournant des batailles frontales, les stratèges peuvent exploiter les faiblesses inattendues de leurs ennemis, les prenant par surprise et les désorientant. Ce chapitre illustre cette idée avec des exemples historiques et des stratégies pratiques pour éviter les confrontations directes et maximiser les chances de succès. Résumé du chapitre 3. Green commence par nous introduire à l'idée de l'attaque indirecte à travers l'histoire de la bataille de Canaille, où le général carthaginois Hannibal Barca a infligé une défaite écrasante aux Romains. Plutôt que d'affronter l'armée romaine de manière frontale, Hannibal a utilisé une manœuvre d'encerclement, attirant les Romains dans une position vulnérable avant de les envelopper de tous côtés. Cette stratégie audacieuse et innovante a non seulement décimé l'armée romaine, mais a également démontré la puissance de l'attaque indirecte. En extrapolant cette leçon, Green nous exhorte à éviter les affrontements directs avec nos adversaires, que ce soit sur le champ de bataille, dans les affaires ou dans la vie personnelle. Les batailles frontales, bien qu'elles puissent offrir des gains immédiats, sont souvent coûteuses et risquées. En revanche, les attaques indirectes, qui exploitent les faiblesses inattendues de l'ennemi, peuvent produire des résultats plus efficaces avec un moindre coût. Pour appuyer cette idée, Green utilise l'exemple du général vietnamien Vo Nguyen Giap. Pendant la guerre du Vietnam, Giap a systématiquement évité les batailles frontales avec les forces américaines, optant plutôt pour des attaques de guérilla et des embuscades. En utilisant le terrain à son avantage et en frappant les forces américaines là où elles s'y attendaient le moins, Giap a pu maintenir une pression constante et finalement contraindre les États-Unis à se retirer. Green souligne également l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité dans l'exécution des attaques indirectes. Les stratèges doivent être prêts à modifier leur plan en fonction des réactions de l'ennemi et des circonstances changeantes. Cette flexibilité permet de maintenir l'initiative et de conserver l'avantage. Il cite l'exemple de George Washington pendant la guerre d'indépendance américaine. Confronté à une armée britannique bien équipée et expérimentée, Washington a évité les grandes batailles, optant pour des attaques surprises et des retraites stratégiques. Cette approche a épuisé les ressources britanniques et a finalement conduit à la victoire américaine. Un autre aspect crucial abordé dans ce chapitre est l'utilisation de la désinformation et de la tromperie. Green explique que la meilleure façon de réussir une attaque indirecte est de tromper l'ennemi sur vos véritables intentions. En créant des diversions et en semant la confusion, vous pouvez détourner l'attention de l'ennemi de vos véritables objectifs. L'auteur illustre ce point avec l'exemple de l'opération Fortitude pendant la Seconde Guerre mondiale, où les Alliés ont utilisé des faux renseignements pour convaincre les Allemands que l'invasion aurait lieu à Pas-de-Calais, alors que le véritable débarquement se préparait en Normandie. Cette tromperie magistrale a contribué de manière significative au succès du débarquement du D-Day. Green explore également les aspects psychologiques des attaques indirectes.
Il souligne que les attaques frontales ont tendance à renforcer la détermination de l'ennemi, le poussant à se battre avec encore plus de ferveur. En revanche, les attaques indirectes peuvent semer la confusion, le doute et la peur, affaiblissant la volonté de l'ennemi de résister. Il cite l'exemple de la campagne de l'empereur byzantin Héraclius contre les Perses, où des attaques surprises et des manœuvres inattendues ont sapé le moral et la cohésion de l'armée perse, conduisant finalement à leur défaite. Enfin, Green conclut ce chapitre en soulignant l'importance de la patience et de la préparation. Les attaques indirectes nécessitent souvent une planification minutieuse et une exécution précise. Les stratèges doivent être prêts à attendre le moment opportun pour frapper, accumulant des informations et préparant leurs forces. L'exemple de Mao Zedong pendant la révolution chinoise illustre cette patience stratégique. Mao a passé des années à construire ses forces et à mener des attaques de guérilla avant de lancer une offensive décisive contre le régime nationaliste, aboutissant à la victoire communiste. Conclusion. Se détourner de la bataille frontale et attaquer l'ennemi de côté est un chapitre qui nous enseigne la puissance de l'attaque indirecte et l'importance de la flexibilité stratégique. Robert Greene nous montre que les confrontations directes, bien qu'elles puissent sembler les plus simples et les plus courageuses, ne sont souvent pas les plus efficaces. En évitant les batailles frontales et en exploitant les faiblesses inattendues de nos ennemis, nous pouvons maximiser nos chances de succès avec un coût minimal. Ce chapitre nous prépare à adopter une approche plus subtile et plus stratégique dans nos conflits, en nous armant de la patience, de la tromperie et de la flexibilité nécessaires pour triompher. Chapitre 4. Créer le chaos et exploiter-le. Introduction. Le 4e chapitre, intitulé « Créer le chaos et exploiter-le », nous plonge dans l'univers de l'incertitude et de la confusion, des terrains propices à la stratégie lorsque bien maîtrisés. Green nous explique que le chaos, loin d'être un état à éviter, peut devenir un allié puissant lorsqu'on sait comment l'utiliser à son avantage. En semant la confusion chez l'ennemi, nous pouvons affaiblir ses défenses et exploiter ses erreurs. Ce chapitre explore les méthodes pour créer et gérer le chaos, en s'appuyant sur des exemples historiques et des tactiques éprouvées. Résumé du chapitre 4. Green commence par introduire le concept du chaos comme un outil stratégique. Il cite l'exemple des Vikings, des guerriers redoutables qui utilisaient la surprise et la terreur pour déstabiliser leurs ennemis. Leurs attaques soudaines et imprévisibles semaient la panique et la confusion, rendant leurs adversaires incapables de se défendre efficacement. Green souligne que la clé du succès des Vikings résidait dans leur capacité à exploiter le chaos qu'ils créaient, en frappant rapidement et en se retirant avant que l'ennemi ne puisse réagir. Pour illustrer l'application de cette stratégie dans un contexte moderne, Green évoque la Blitzkrieg, guerre éclair, utilisée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette tactique reposait sur des attaques rapides et concentrées visant à déstabiliser et à désorganiser les forces ennemies. La Blitzkrieg combinait l'utilisation de chars, d'avions et de troupes d'infanterie pour créer une confusion maximale, empêchant l'ennemi de coordonner une défense efficace. Green explique que l'efficacité de cette stratégie réside dans sa capacité à semer le chaos, rendant l'ennemi vulnérable et désorienté. Green nous rappelle que le chaos peut être un terrain fertile pour la créativité et l'innovation. Lorsque les structures traditionnelles et les attentes sont bouleversées, de nouvelles opportunités émergent. Il cite l'exemple de Thomas Edison, qui exploitait le chaos de l'incertitude et de l'expérimentation pour innover. Edison encourageait ses équipes à travailler sur plusieurs projets simultanément, créant un environnement où le chaos devenait une source de découverte et de progrès. Cette approche a conduit à de nombreuses inventions révolutionnaires et à une domination durable dans l'industrie technologique. Une autre dimension essentielle de l'exploitation du chaos est la psychologie de la peur. Green explique que le chaos peut générer une peur paralysante chez l'ennemi, le rendant incapable de prendre des décisions rationnelles. Il cite l'exemple de la campagne de Gengis Khan, qui utilisait des tactiques de terreur pour semer la panique parmi ses adversaires. En diffusant des rumeurs et en utilisant des démonstrations de force brutale, Gengis Khan déstabilisait psychologiquement ses ennemis avant même le début des hostilités. Cette stratégie de terreur psychologique a joué un rôle crucial dans ses conquêtes réussies. Green explore également l'importance de l'adaptabilité dans le chaos. Les stratèges efficaces sont ceux qui peuvent s'adapter rapidement aux changements imprévus et exploiter les opportunités émergentes. Il cite l'exemple du général George S. Patton pendant la campagne de Tunisie lors de la Seconde Guerre mondiale. Face à une situation chaotique et changeante, Patton a su adapter ses stratégies en temps réel, tirant parti des erreurs de l'ennemi et des opportunités inattendues. Cette capacité à s'adapter rapidement et à maintenir l'initiative a conduit à des victoires décisives. Le chapitre aborde également la notion de la résilience face au chaos. Green explique que pour exploiter le chaos, il faut être capable de le supporter et de le gérer sans perdre son sang-froid. Il cite l'exemple du siège de Vicksburg pendant la guerre de sécession, où le général Ulysses S. Grant a su maintenir la cohésion de ses troupes malgré les conditions chaotiques du siège. En restant calme et en gardant le contrôle, Grant a pu exploiter les faiblesses de l'ennemi et remporter une victoire stratégique majeure. Enfin, Green conclut ce chapitre en soulignant l'importance de la préparation.
Créer et exploiter le chaos ne doit pas être un acte de pure improvisation. Les stratèges doivent anticiper les réactions de l'ennemi et préparer des plans de contingence pour chaque éventualité. Il cite l'exemple de la bataille de Midway pendant la Seconde Guerre mondiale, où les forces américaines, grâce à une préparation minutieuse et à des renseignements précis, ont pu transformer le chaos de l'attaque japonaise en une victoire décisive. La clé du succès résidait dans leur capacité à anticiper le chaos et à s'y préparer, exploitant chaque erreur et chaque opportunité avec précision. Conclusion. Créer le chaos et exploiter-le est un chapitre fascinant qui nous enseigne comment transformer l'incertitude en avantage stratégique. Robert Greene nous montre que le chaos, loin d'être un état à éviter, peut devenir un allié puissant lorsque nous savons comment l'utiliser à notre avantage. En semant la confusion chez l'ennemi et en exploitant les opportunités émergentes, nous pouvons maximiser nos chances de succès. Ce chapitre nous prépare à embrasser le chaos, à rester adaptable et résilient, et à transformer les situations incertaines en victoires stratégiques. En intégrant ces principes, nous pouvons naviguer avec succès dans les environnements les plus imprévisibles et en tirer parti pour atteindre nos objectifs. Chapitre 5. Éviter les demi-mesures. Introduction. Dans le 5e chapitre, intitulé « Éviter les demi-mesures », Greene met en lumière un principe crucial de la stratégie, l'importance de l'engagement total. Il nous rappelle que la victoire appartient à ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout, sans hésitation ni compromis. Les demi-mesures, nous dit-il, sont souvent le chemin le plus sûr vers l'échec, car elles montrent une faiblesse que les adversaires sont prompts à exploiter. Ce chapitre explore comment les grands stratèges de l'histoire ont embrassé l'engagement total et comment nous pouvons appliquer ce principe à nos propres batailles. Résumé du chapitre 5. Greene commence par nous présenter l'exemple de Napoléon Bonaparte, un maître de la guerre qui comprenait l'importance de l'engagement total. Lors de la bataille d'Austerlitz en 1805, Napoléon a pris un risque calculé en concentrant ses forces dans une attaque audacieuse contre l'armée russe et autrichienne. Plutôt que de se retenir ou de se disperser, il a misé sur une offensive décisive. Cette stratégie audacieuse a conduit à une victoire écrasante, démontrant que l'engagement total peut surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Greene souligne que les demi-mesures sont souvent le résultat de la peur et de l'indécision. Il cite l'exemple de la campagne de Crimée au XIXe siècle, où les Alliés, bien que supérieurs en nombre et en ressources, ont hésité et manqué des occasions cruciales en raison de la peur de subir des pertes importantes. Cette hésitation a prolongé le conflit et a coûté des milliers de vies supplémentaires. Greene explique que l'incapacité à s'engager pleinement peut transformer une situation potentiellement victorieuse en une défaite prolongée et coûteuse. Un autre exemple emblématique de l'engagement total est celui de Julius César lors de la bataille de Pharsale en 48 avenue Jésus-Christ. Confronté à l'armée de Pompée, plus nombreuse et mieux équipée, César a pris des mesures audacieuses et décisives, refusant de se laisser intimider par les apparences. Il a mobilisé toutes ses forces et a adopté une stratégie offensive, attaquant avec une détermination implacable. Sa victoire à Pharsale a non seulement consolidé son pouvoir, mais a également démontré la puissance de l'engagement total. Greene explore également les aspects psychologiques de l'engagement total. Il explique que les adversaires peuvent souvent sentir la détermination ou l'hésitation de leurs ennemis. Une démonstration claire d'engagement total peut semer la peur et le doute chez l'ennemi, le poussant à la capitulation ou à des erreurs coûteuses. L'auteur utilise l'exemple d'Attila le Hun, dont la réputation de brutalité et de détermination totale terrorisait ses ennemis, les poussant souvent à se rendre sans combattre. Cette image de détermination implacable était une arme en soi, renforçant la position stratégique d'Attila sans qu'il ait à engager ses forces. Pour mettre en pratique l'engagement total, Greene recommande plusieurs stratégies. Premièrement, il est crucial de clarifier ses objectifs et de s'engager pleinement à les atteindre. Il cite l'exemple de Steve Jobs, qui, lors de son retour chez Apple en 1997, a pris des décisions audacieuses pour restructurer l'entreprise, se débarrassant des projets non essentiels et se concentrant sur l'innovation. Cet engagement total envers la vision de produits simples et élégants a redressé Apple et en a fait une des entreprises les plus prospères au monde. Deuxièmement, Greene insiste sur l'importance de la préparation et de la planification. L'engagement total ne signifie pas agir impulsivement, mais plutôt préparer soigneusement ses actions et s'assurer que toutes les ressources nécessaires sont disponibles pour atteindre ses objectifs. Il évoque l'exemple de la planification du débarquement de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, où les Alliés ont investi des mois de préparation minutieuse pour assurer le succès de l'opération. Cette préparation exhaustive, combinée à un engagement total, a conduit à une victoire décisive. Troisièmement, Greene met en garde contre les distractions et les diversions qui peuvent diluer l'engagement. Il explique que les stratèges doivent être prêts à éliminer les éléments non essentiels et à concentrer toutes leurs ressources sur l'objectif principal. L'auteur cite l'exemple d'Alexander le Grand, qui, pendant sa campagne de conquête, a refusé de se laisser détourner par des objectifs secondaires, maintenant une concentration inébranlable sur la conquête de l'Empire perse. Cette focalisation intense a permis à Alexander de réaliser des conquêtes qui semblaient impossibles.
Green explore également l'importance de la résilience face aux revers et aux obstacles. Il explique que l'engagement total implique de persévérer malgré les échecs et les difficultés. Il cite l'exemple de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la détermination et la résilience ont inspiré la nation britannique à résister à l'Allemagne nazie. Churchill a compris que la victoire nécessitait un engagement total, même dans les moments les plus sombres, et sa persévérance a joué un rôle crucial dans la victoire finale des Alliés. Enfin, Green conclut ce chapitre en soulignant que l'engagement total est un acte de volonté. Il explique que les plus grands stratèges et leaders sont ceux qui possèdent une volonté inébranlable de réussir, refusant de se laisser décourager par les obstacles ou les oppositions. Il cite l'exemple de Nelson Mandela, dont l'engagement total envers la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud a finalement conduit à la fin de ce régime oppressif et à l'instauration de la démocratie. La volonté inébranlable de Mandela, malgré des décennies d'emprisonnement et de lutte, est un témoignage puissant de la force de l'engagement total. Conclusion. Éviter les demi-mesures est un chapitre essentiel qui nous enseigne la puissance de l'engagement total dans la poursuite de la victoire. Robert Greene nous montre que les demi-mesures et l'hésitation sont souvent les voies les plus sûres vers l'échec. En s'engageant pleinement et en adoptant une détermination implacable, nous pouvons surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs avec une efficacité maximale. Ce chapitre nous prépare à embrasser l'engagement total dans nos propres batailles, nous armant de la clarté, de la préparation et de la résilience nécessaires pour triompher. En intégrant ces principes, nous pouvons transformer nos aspirations en réalisations concrètes et durables, naviguant avec succès à travers les défis de la vie moderne. Chapitre 6. Segmentez vos forces. Introduction. Le 6e chapitre, Segmentez vos forces, met en avant une stratégie cruciale pour toute forme de conflit ou de compétition, l'art de diviser ses forces pour mieux régner. Green nous démontre que concentrer toutes ses ressources sur un seul front peut parfois mener à l'épuisement et à la vulnérabilité. Au lieu de cela, la segmentation des forces permet une approche plus flexible, adaptative, et souvent plus efficace. En s'appuyant sur des exemples historiques et contemporains, Green illustre comment les plus grands stratèges ont su exploiter cette technique pour transformer leurs faiblesses en force et dominer leurs adversaires. Résumé du chapitre 6. 1. La leçon de Sun Tzu et des armées divisées. Green commence par évoquer les enseignements du célèbre stratège chinois Sun Tzu, auteur de « L'art de la guerre ». Sun Tzu insistait sur l'importance de diviser ses forces pour semer la confusion chez l'ennemi et l'obliger à disperser ses propres ressources. Cette tactique permet de frapper à plusieurs endroits simultanément, rendant difficile pour l'adversaire de défendre efficacement tous les fronts. Green nous rappelle que la division stratégique des forces est une technique de déstabilisation, obligeant l'ennemi à faire des choix difficiles et souvent erronés. 2. L'exemple de Napoléon à la bataille de Jena-Auerstedt. Pour illustrer cette notion, Green se tourne vers Napoléon Bonaparte et la bataille de Jena-Auerstedt en 1806. Napoléon, conscient des avantages de diviser ses forces, a orchestré une série d'attaques sur différents fronts, désorientant et épuisant les forces prussiennes. En divisant ses armées en plusieurs corps autonomes mais coordonnés, il a pu encercler et anéantir l'ennemi. Cette victoire a non seulement renforcé sa réputation de génie militaire, mais a également démontré l'efficacité de la segmentation des forces pour déstabiliser et défaire un adversaire supérieur en nombre. 3. Les entreprises modernes et la segmentation stratégique. Green ne limite pas son analyse aux conflits militaires, il étend également ce principe aux stratégies d'entreprises modernes. Il évoque la structure organisationnelle d'entreprises comme Alphabet, la société mère de Google, qui segmente ses différentes activités en divisions semi-autonomes. Cette approche permet une innovation plus rapide et une meilleure réactivité aux changements du marché. En segmentant leurs forces, ces entreprises peuvent explorer diverses opportunités simultanément, minimisant les risques tout en maximisant les gains potentiels. 4. Les guérillas et la segmentation des forces. Green explore ensuite les tactiques de guérilla, où la segmentation des forces est une nécessité plutôt qu'un choix stratégique. Les guérilleros, souvent en infériorité numérique et matérielle, utilisent des unités de combat dispersées pour harceler l'ennemi, infliger des pertes et éviter des engagements directs. Cette méthode a été employée avec succès par des leaders comme Mao Zedong et Che Guevara, qui ont su transformer des forces limitées en une menace persistante et difficile à éliminer. Green souligne que la flexibilité et l'agilité des forces segmentées peuvent compenser une puissance de feu inférieure. 5. La psychologie de la segmentation. Une autre dimension importante abordée par Green est la psychologie derrière la segmentation des forces. Diviser ces forces ne concerne pas uniquement la répartition physique des troupes ou des ressources, mais aussi la division mentale des efforts et des stratégies. En fragmentant ses objectifs et en adoptant une approche modulaire, un stratège peut mieux gérer le stress et l'incertitude, tout en maintenant une vision claire et des actions cohérentes. Green cite l'exemple d'entrepreneurs à succès qui divisent leurs projets en étapes plus petites et gérables, permettant une progression constante sans se laisser submerger par l'ampleur des tâches. 6. La coordination et la communication.
Green insiste sur l'importance de la coordination et de la communication dans l'efficacité de la segmentation des forces. Sans une bonne communication et une coordination efficaces, les unités segmentées peuvent devenir isolées et vulnérables. Il prend l'exemple de l'armée romaine, connue pour sa capacité à maintenir une communication efficace entre ses légions segmentées. Cette coordination leur permettait de manœuvrer de manière fluide et de se soutenir mutuellement, garantissant ainsi une cohésion et une efficacité maximale malgré la dispersion des forces. 7. Les risques de la segmentation. Toutefois, Green ne manque pas de mentionner les risques inhérents à la segmentation des forces. Une division excessive ou mal planifiée peut mener à la fragmentation et à la faiblesse. Il cite la débâcle de l'invasion de la Russie par Napoléon en 1812, où la dispersion excessive de ses forces dans un territoire immense a conduit à des lignes d'approvisionnement étirées et à une incapacité à se regrouper efficacement face à la résistance russe et aux conditions hivernales. Cet exemple sert de mise en garde contre l'application imprudente de la segmentation sans une planification minutieuse et une anticipation des défis. 8. Applications contemporaines et conseils pratiques. Pour conclure ce chapitre, Green propose des conseils pratiques pour appliquer la segmentation des forces dans des contextes contemporains. Il suggère de toujours évaluer les avantages et les inconvénients de la division des ressources et de s'assurer que chaque segment a un objectif clair et une autonomie suffisante pour agir efficacement. Il conseille également de maintenir une communication constante et des mécanismes de coordination robustes pour éviter la fragmentation et les inefficacités. Green encourage les lecteurs à adopter une mentalité flexible et adaptable, en étant prêts à réajuster les segments en fonction des évolutions du terrain et des opportunités émergentes. Conclusion. Le chapitre « Segmentez vos forces » de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » nous rappelle que la division intelligente des ressources peut être un atout stratégique majeur. En segmentant nos forces, nous pouvons exploiter la flexibilité, la réactivité et l'innovation, tout en semant la confusion et en affaiblissant nos adversaires. Robert Greene nous montre que cette approche, bien que complexe, peut transformer des situations désavantageuses en opportunités de victoire. En appliquant ces principes à nos propres défis, nous pouvons maximiser notre efficacité et notre impact, naviguant avec succès dans les environnements les plus incertains et les plus compétitifs. Chapitre 7. Transformer la guerre en croisière. Introduction. Le 7e chapitre, Transformer la guerre en croisière, nous invite à reconsidérer notre approche des conflits et des batailles. Green nous montre que la clé pour surmonter les adversités avec succès réside dans notre capacité à transformer des situations tendues et difficiles en processus fluides et gérables. Il nous enseigne que, grâce à une préparation minutieuse et à une adaptation constante, nous pouvons réduire la friction et la fatigue associées au conflit, nous permettant ainsi de naviguer plus sereinement à travers les défis. En s'appuyant sur des exemples historiques et des applications contemporaines, Green nous guide vers une maîtrise accrue de la stratégie. Résumé du chapitre 7. 1. La métaphore de la croisière. Green commence par établir une métaphore puissante, celle de la guerre transformée en croisière. Il nous explique que, tout comme une croisière bien planifiée permet de voyager sans stress et avec confort, une guerre ou un conflit bien préparé et bien géré peut se dérouler de manière fluide et contrôlée. Cette métaphore est destinée à changer notre perception des conflits, nous encourageant à voir la préparation et l'organisation comme des outils pour atténuer les difficultés et les imprévus. Green nous rappelle que l'objectif est de réduire au minimum les points de friction et de maximiser l'efficacité. 2. L'importance de la préparation minutieuse. Green met ensuite l'accent sur la préparation. Il cite l'exemple de la campagne d'Alexandre le Grand en Asie, où chaque détail était soigneusement planifié. Alexandre comprenait que la préparation rigoureuse était essentielle pour réduire les imprévus et les complications. Ses logistiques impeccables et ses plans de contingence détaillés lui ont permis de mener des campagnes lointaines avec un minimum de friction, transformant ce qui aurait pu être des épreuves exténuantes en avancées presque fluides. 3. La flexibilité et l'adaptation. Un autre point clé que Green aborde est la flexibilité. Il évoque les stratégies de Gengis Khan, qui était connu pour sa capacité à s'adapter rapidement aux circonstances changeantes. Gengis Khan préparait ses campagnes avec une méticulosité exceptionnelle, mais il était également prêt à modifier ses plans en réponse aux conditions du terrain. Cette combinaison de préparation et de flexibilité lui permettait de maintenir une avance constante sur ses ennemis, rendant ses campagnes plus fluides et moins risquées. 4. La psychologie de la fluidité. Green explore également la dimension psychologique de transformer la guerre en croisière. Il explique que les leaders et les stratèges qui parviennent à maintenir un état d'esprit calme et détendu, même en pleine crise, sont ceux qui peuvent transformer des situations chaotiques en opérations contrôlées. Il cite l'exemple de l'amiral Horatio Nelson, dont la capacité à rester calme sous pression et à inspirer confiance à ses hommes a souvent fait la différence entre la victoire et la défaite. Nelson savait que la fluidité dans l'exécution des plans dépendait en grande partie de la stabilité émotionnelle et de la confiance collective. 5. La logistique comme clé de la fluidité. Un aspect crucial que Green développe est la logistique. Il rappelle que la gestion efficace des ressources,
des approvisionnements et des communications est essentiel pour réduire la friction. Il prend l'exemple de l'armée romaine, dont le succès à long terme reposait en grande partie sur une logistique supérieure. Les Romains avaient des systèmes sophistiqués pour le ravitaillement et la communication, ce qui leur permettait de soutenir des campagnes prolongées sans subir de ruptures importantes. Cette efficacité logistique transformait leurs campagnes en processus bien huilés, minimisant les points de friction et les interruptions. La stratégie de la voie indirecte. Greene introduit également la notion de la voie indirecte, une stratégie qui consiste à éviter les confrontations frontales et à chercher des moyens détournés pour atteindre ses objectifs. Il cite les campagnes du général britannique Bernard Montgomery pendant la Seconde Guerre mondiale, qui préférait les manœuvres de contournement et les attaques surprises à l'assaut direct. Cette approche réduisait les pertes et les risques, rendant les opérations plus fluides et efficaces. En évitant les points de friction directs, Montgomery réussissait à transformer des batailles potentiellement ardues en avancées plus contrôlées. 7. La décentralisation et l'autonomie des unités. Greene met en lumière l'importance de la décentralisation et de l'autonomie des unités sur le terrain. Il explique que donner plus d'autonomie aux commandants subalternes permet une réactivité et une adaptation plus rapide aux situations changeantes. Il cite les pratiques de l'armée prussienne au XIXe siècle, qui encourageaient l'initiative individuelle et l'autonomie tactique. Cette décentralisation permettait aux forces prussiennes de réagir rapidement aux mouvements ennemis et de maintenir une fluidité dans leurs opérations, même face à des adversaires plus nombreux ou mieux équipés. 8. Les applications contemporaines et conseils pratiques. Pour appliquer ces principes dans un contexte contemporain, Greene offre des conseils pratiques. Il suggère de toujours investir du temps dans la planification et la préparation détaillée. Connaître les ressources disponibles, anticiper les obstacles potentiels et avoir des plans de contingence sont essentiels. Greene insiste également sur l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité. Être prêt à réévaluer et à ajuster ses plans en fonction des nouvelles informations et des circonstances changeantes est crucial pour maintenir la fluidité. Greene propose aussi de développer des systèmes logistiques robustes et de favoriser la communication efficace au sein des équipes. Il rappelle que la gestion des ressources et des approvisionnements doit être optimisée pour éviter les interruptions et les retards. En matière de leadership, Greene recommande de cultiver un état d'esprit calme et résilient, capable de gérer le stress sans panique, et de transmettre cette sérénité aux membres de l'équipe. Enfin, Greene suggère d'adopter la stratégie de la voie indirecte dans les négociations et les confrontations professionnelles. Chercher des solutions alternatives, éviter les confrontations directes et trouver des moyens de contourner les obstacles peut souvent conduire à des résultats plus efficaces et moins conflictuels. En encourageant l'autonomie et l'initiative au sein des équipes, les organisations peuvent également bénéficier d'une réactivité accrue et d'une capacité à gérer les imprévus de manière plus fluide. Conclusion. Transformer la guerre en croisière est un chapitre essentiel de Stratégie, les 33 lois de la guerre, qui nous enseigne l'art de réduire la friction et de rendre les conflits plus gérables grâce à une préparation minutieuse et une adaptabilité constante. Robert Greene nous montre que, grâce à des systèmes logistiques efficaces, une flexibilité stratégique et une stabilité psychologique, nous pouvons transformer des situations tendues en processus fluides et contrôlés. En appliquant ces principes à nos propres défis, nous pouvons naviguer avec succès à travers les obstacles et les adversités, atteignant nos objectifs avec une efficacité et une sérénité accrues. Ce chapitre nous rappelle que la clé de la réussite réside souvent dans notre capacité à anticiper, à préparer et à nous adapter, transformant ainsi les batailles de la vie en voyages bien planifiés et maîtrisés. Chapitre 8. Changer le cours de la guerre, alterner entre ordre et chaos. Introduction. Dans le 8e chapitre de Stratégie, les 33 lois de la guerre, Robert Greene nous plonge dans une exploration profonde de la dynamique entre ordre et chaos dans la conduite de la guerre et des stratégies. Greene nous enseigne que le véritable art de la stratégie réside dans la capacité à alterner entre ces deux états apparemment contradictoires, en utilisant chaque état pour renforcer l'autre. Ce chapitre nous guide à travers les principes fondamentaux de cette stratégie, en s'appuyant sur des exemples historiques et des applications modernes pour illustrer comment maîtriser cette dynamique peut mener au succès stratégique. Résumé du chapitre 8. 1. La dialectique de l'ordre et du chaos. Greene commence par établir une dialectique puissante entre l'ordre et le chaos. Il explique que l'ordre représente la structure, la planification rigoureuse et la discipline, tandis que le chaos incarne l'imprévu, la flexibilité et la capacité à s'adapter aux circonstances changeantes. La clé de la maîtrise de cette dialectique réside dans la capacité à naviguer entre ces deux pôles, en sachant quand appliquer l'ordre strict et quand permettre une dose de chaos contrôlé pour surprendre et déstabiliser l'adversaire. 2. Les tactiques de l'ordre, prévisibilité et contrôle. Greene explore d'abord les tactiques de l'ordre, soulignant leur utilité dans la création de stabilité et de prévisibilité. Il cite l'exemple des armées romaines, célèbres pour leur discipline et leur organisation rigoureuse.
Les Romains utilisaient des formations serrées et des procédures standardisées pour maintenir un contrôle strict sur le champ de bataille, ce qui leur permettait de résister aux assauts ennemis et de conserver leur cohésion même face à des conditions adverses. 3. Les avantages du chaos contrôlé. Ensuite, Green aborde les avantages du chaos contrôlé. Il prend l'exemple des stratégies de guérilla, où l'imprévisibilité et la mobilité sont des atouts essentiels. Les guérilleros utilisent des tactiques de harcèlement et des attaques surprises pour déstabiliser des forces ennemies beaucoup plus grandes et mieux équipées. Cette capacité à embrasser le chaos contrôlé leur permet de minimiser les risques tout en maximisant les opportunités de frappe efficaces. 4. Les stratèges historiques et l'alternance ordre-chaos. Green illustre ces points avec des exemples tirés de l'histoire. Il évoque des stratèges comme Hannibal Barca, qui utilisait des tactiques de mouvement rapide et d'attaque surprise pour vaincre des ennemis numériquement supérieurs. Hannibal alternait entre des périodes de rigidité stratégique et des moments de flexibilité tactique, exploitant ainsi les faiblesses perçues de ses adversaires et transformant des situations défavorables en opportunités de victoire. 5. L'application contemporaine. Pour rendre son analyse pertinente dans un contexte moderne, Green explore comment cette dynamique ordre-chaos s'applique aux stratégies commerciales et aux négociations. Il souligne que dans un environnement commercial compétitif, la capacité à maintenir une organisation efficace tout en étant prêt à réagir rapidement aux changements du marché est cruciale. Les entreprises qui réussissent sont celles qui savent combiner une planification stratégique solide avec une capacité d'adaptation agile, tirant parti des opportunités émergentes tout en minimisant les risques. 6. La gestion du personnel et la culture d'entreprise. Green explore également comment cette dialectique peut influencer la gestion du personnel et la culture d'entreprise. Il souligne que les leaders efficaces sont capables de créer un cadre organisationnel stable tout en favorisant une culture d'innovation et de prise de risques calculée. En permettant à leurs équipes d'explorer de nouvelles idées et d'expérimenter des approches différentes, ils encouragent la créativité tout en maintenant une cohérence globale dans les objectifs et les valeurs de l'entreprise. 7. Les pièges à éviter. Toutefois, Green met en garde contre les pièges potentiels de l'alternance ordre-chaos. Une surutilisation de l'ordre strict peut conduire à la rigidité et à la stagnation, tandis qu'un excès de chaos peut entraîner l'anarchie et la perte de contrôle. Il recommande une approche équilibrée, où chaque État est utilisé de manière stratégique pour renforcer l'autre, créant ainsi une dynamique harmonieuse et productive. 8. Conseils pratiques pour maîtriser la dialectique ordre-chaos. Pour conclure ce chapitre, Green offre des conseils pratiques pour maîtriser la dialectique ordre-chaos dans nos propres stratégies. Il encourage à développer une sensibilité fine pour reconnaître quand appliquer chaque état en fonction des circonstances spécifiques. Il recommande également de cultiver la flexibilité mentale et émotionnelle, permettant ainsi de naviguer avec agilité à travers les défis et les opportunités qui se présentent. Conclusion. Le chapitre « Changer le cours de la guerre, alterner entre ordre et chaos » de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » nous montre que la clé de la réussite stratégique réside dans notre capacité à maîtriser la dynamique entre l'ordre et le chaos. En alternant entre ces deux états, nous pouvons créer une souplesse stratégique qui nous permet de réagir avec efficacité aux changements de situation tout en maintenant un contrôle global. Robert Greene nous rappelle que cette dialectique peut être appliquée à toutes les facettes de notre vie, nous aidant à naviguer avec succès à travers les défis complexes et les situations concurrentielles. Ce chapitre nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer cette dynamique dans nos propres stratégies, transformant ainsi les obstacles en opportunités de croissance et de victoire. Chapitre 9. Surveiller l'ennemi, la miroir stratégique. Introduction. Le 9e chapitre de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » explore la puissance de la compréhension de l'ennemi à travers le prisme de la miroir stratégique. Robert Greene nous guide à travers une analyse approfondie sur la façon dont la perception de l'ennemi et la connaissance de ses intentions peuvent être utilisées pour modeler nos propres stratégies avec une précision chirurgicale. En s'appuyant sur des exemples historiques et des stratégies contemporaines, Greene démontre comment cette loi peut être un outil puissant pour prévoir les actions adverses et anticiper les mouvements futurs. Résumé du chapitre 9. 1. La puissance de la miroir stratégique. Le chapitre commence par introduire le concept de la miroir stratégique, qui repose sur l'idée que pour vaincre un adversaire, il est essentiel de le comprendre profondément. Greene souligne que la plupart des erreurs stratégiques proviennent d'une mauvaise évaluation de la situation de l'ennemi et de ses motivations. En utilisant la miroir stratégique, les stratèges peuvent non seulement prévoir les mouvements adverses mais aussi manipuler leur perception pour influencer leur comportement. 2. Analyser les intentions de l'ennemi. Greene insiste sur l'importance d'analyser minutieusement les intentions de l'ennemi. Il prend l'exemple de Sun Tzu, l'ancien stratège chinois, qui a souligné que la victoire réside dans la connaissance de soi-même et de l'ennemi. Sun Tzu recommandait de collecter des renseignements précis sur les forces adverses, leurs faiblesses et leurs objectifs stratégiques. Cette compréhension permet non seulement de prédire leurs mouvements mais aussi de les influencer en manipulant leur perception. 3. La psychologie de l'ennemi.
Une partie importante du chapitre concerne la psychologie de l'ennemi. Green explique que connaître les motivations, les peurs et les désirs de l'ennemi peut fournir des indices précieux sur ses intentions futures. Il cite l'exemple d'Erwin Rommel, le célèbre maréchal allemand de la Seconde Guerre mondiale, qui utilisait des stratégies psychologiques pour semer la confusion et démoraliser ses adversaires. En comprenant la psychologie de ses ennemis, Rommel pouvait prédire leurs réactions et ajuster ses tactiques en conséquence, souvent en jouant sur leurs peurs et leurs incertitudes. 4. Les méthodes de collecte de renseignements. Green explore également les méthodes de collecte de renseignements utilisées par les stratèges à travers l'histoire. Il mentionne des tactiques telles que l'espionnage, l'interception des communications et l'analyse des données économiques et sociales. Green souligne que la technologie moderne a considérablement amplifié ses capacités, permettant aux organisations et aux gouvernements de recueillir des renseignements à une échelle sans précédent. Cette connaissance approfondie permet de prendre des décisions stratégiques éclairées et d'anticiper les mouvements de l'ennemi avant qu'ils ne se concrétisent. 5. Les erreurs à éviter. En abordant les pièges potentiels de la miroir stratégique, Green met en garde contre la complaisance et la sous-estimation de l'ennemi. Il souligne que même avec une connaissance approfondie de l'adversaire, il est essentiel de rester vigilant et adaptable. Les stratèges doivent être prêts à réévaluer constamment leurs analyses et à ajuster leurs stratégies en fonction des nouveaux développements et des informations émergentes. 6. L'application contemporaine. Pour rendre ces enseignements pertinents dans le monde moderne, Green explore comment la miroir stratégique peut être appliquée aux affaires, à la politique et aux relations internationales. Il discute de l'importance croissante de la cybersécurité et de la gestion des données dans la collecte de renseignements stratégiques. Green souligne que les entreprises et les gouvernements qui investissent dans l'analyse prédictive et la surveillance proactive peuvent gagner un avantage compétitif significatif en anticipant les mouvements concurrentiels et en se préparant à toutes les éventualités. 7. Conseils pratiques pour mettre en œuvre la miroir stratégique. En conclusion, Green offre des conseils pratiques pour mettre en œuvre la miroir stratégique dans nos propres stratégies. Il encourage à développer une discipline d'observation constante et à investir dans des capacités de collecte de renseignements robustes. Il recommande également de cultiver une compréhension profonde des motivations et des comportements humains, ce qui permet de lire entre les lignes et de déceler les signaux faibles qui pourraient indiquer des intentions futures de l'ennemi. Conclusion. Le chapitre « Surveiller l'ennemi », la miroir stratégique, de « Stratégie », les 33 lois de la guerre, nous enseigne que la clé de la victoire réside dans notre capacité à comprendre profondément nos adversaires. En utilisant la miroir stratégique, nous pouvons prévoir les actions de l'ennemi, influencer ses décisions et façonner nos stratégies avec une précision calculée. Robert Greene nous rappelle que cette loi peut être appliquée non seulement aux conflits militaires mais aussi à toutes les formes de compétition et de confrontation dans nos vies personnelles et professionnelles. Ce chapitre nous incite à cultiver une vigilance constante et une compréhension empathique de nos adversaires, transformant ainsi les obstacles en opportunités de victoire stratégique. Chapitre 10. Attaquez votre ennemi là où il est le moins préparé, la stratégie de la faiblesse apparente. Introduction. Dans le 10e chapitre de « Stratégie, les 33 lois de la guerre », Robert Greene nous entraîne dans une exploration de la stratégie de la faiblesse apparente. Cette loi stratégique révèle comment utiliser les apparences pour tromper et manipuler l'ennemi, en créant des opportunités stratégiques là où elles semblent inexistantes. Greene illustre cette stratégie à travers des exemples historiques percutants et des applications modernes, démontrant comment une faiblesse perçue peut être transformée en un avantage décisif. Résumé du chapitre 10. 1. La nature de la faiblesse apparente. Le chapitre commence par définir la faiblesse apparente comme une stratégie qui consiste à feindre la vulnérabilité là où l'ennemi s'y attend le moins. Greene explique que cette tactique repose sur la manipulation des perceptions de l'adversaire, l'incitant à sous-estimer nos forces et à surestimer ses chances de succès. En utilisant des leurres et des leurres, les stratèges peuvent attirer l'ennemi dans des pièges calculés, exploitant ainsi sa propre arrogance et sa complaisance. 2. Utilisation de l'illusion et du trompe-l'œil. Greene explore ensuite comment les grandes figures historiques ont utilisé l'illusion et le trompe-l'œil pour créer des avantages stratégiques. Il prend l'exemple d'Alexandre le Grand, qui utilisait des manœuvres de déception pour dérouter ses adversaires et les amener à commettre des erreurs stratégiques coûteuses. Alexandre exploitait la ruse et la feinte pour semer la confusion parmi ses ennemis, leur faisant croire qu'il était plus faible ou plus vulnérable qu'il ne l'était réellement. 3. Exemples historiques. Greene enrichit son argumentation avec plusieurs exemples historiques marquants. Il mentionne des stratèges comme le général chinois Sun Tzu, qui recommandait d'apparaître faible lorsque l'on est fort et de paraître inactif lorsque l'on est actif. Cette approche subtile permettait à Sun Tzu de manipuler les attentes de ses adversaires, les incitant à prendre des décisions précipitées et mal avisées. De même, des figures modernes comme Winston Churchill ont utilisé des discours et des stratégies de communication pour projeter une image de force et de détermination, même dans les moments les plus difficiles de la Seconde Guerre mondiale. 4. L'art de la dissimulation.
Une partie essentielle du chapitre concerne l'art de la dissimulation. Green explique que dissimuler nos véritables intentions peut être une arme puissante dans notre arsenal stratégique. En masquant nos mouvements, nos intentions et nos capacités, nous pouvons induire l'ennemi en erreur et lui faire commettre des erreurs coûteuses. Cette capacité à jouer sur les apparences et les perceptions est essentielle pour maintenir l'initiative et pour garder l'adversaire constamment sur la défensive. 5. La manipulation psychologique. Green explore également la dimension psychologique de la stratégie de la faiblesse apparente. Il souligne que cette tactique ne se limite pas à des manœuvres tactiques sur le terrain, mais englobe également la manipulation des émotions et des perceptions de l'adversaire. En exploitant les préjugés, les peurs et les faiblesses psychologiques de l'ennemi, les stratèges peuvent influencer ses décisions et ses actions, souvent sans même engager directement le combat. 6. Application contemporaine. Pour rendre ces enseignements pertinents dans un contexte moderne, Green explore comment la stratégie de la faiblesse apparente peut être appliquée aux affaires, à la politique et à d'autres domaines compétitifs. Il discute de l'importance croissante de la gestion de l'image et de la perception publique, où les entreprises et les leaders politiques utilisent des campagnes de relations publiques et des stratégies de marketing pour façonner leur image de manière stratégique. Green souligne que même les individus peuvent bénéficier de cette approche en gérant judicieusement leur réputation et en utilisant des tactiques de négociation qui exploitent les faiblesses perçues de leurs adversaires. 7. Conseils pratiques pour mettre en œuvre la stratégie de la faiblesse apparente. En conclusion, Green offre des conseils pratiques pour mettre en œuvre la stratégie de la faiblesse apparente dans nos propres stratégies. Il encourage à développer une capacité à lire entre les lignes et à identifier les signaux faibles que l'on peut utiliser à notre avantage. Il recommande également de cultiver une patience stratégique, en sachant quand et comment exposer délibérément des faiblesses apparentes pour induire l'adversaire en erreur. Conclusion. Le chapitre « Attaquez votre ennemi là où il est le moins préparé », la stratégie de la faiblesse apparente, de « Stratégie », les 33 lois de la guerre, nous montre que la véritable maîtrise stratégique réside dans notre capacité à manipuler les perceptions de l'adversaire. En utilisant la faiblesse apparente comme une arme stratégique, nous pouvons induire nos ennemis en erreur, les amenant à sous-estimer nos forces et à surévaluer leurs chances de succès. Robert Greene nous rappelle que cette loi peut être appliquée avec succès dans toutes les situations où la compétition et la confrontation sont présentes, transformant ainsi les défis en opportunités stratégiques. Ce chapitre nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer cette stratégie dans nos propres stratégies, nous permettant ainsi de naviguer avec succès à travers les complexités de la compétition humaine. Chapitre 11. Transformez vos faiblesses en force, la stratégie de la conversion. Introduction. Le 11e chapitre de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » explore une idée puissante, comment transformer les faiblesses en force stratégique. Robert Greene nous guide à travers une analyse approfondie sur la manière dont les adversités et les déficiences peuvent être utilisées comme levier pour obtenir un avantage compétitif. En utilisant des exemples historiques et des anecdotes percutantes, Greene illustre comment cette loi peut être appliquée non seulement dans les conflits militaires mais aussi dans nos défis personnels et professionnels. Résumé du chapitre 11. 1. L'essence de la stratégie de la conversion. Le chapitre débute en expliquant que la stratégie de la conversion consiste à transformer des faiblesses apparentes en atouts stratégiques. Greene souligne que de nombreuses grandes figures historiques et leaders ont réussi à utiliser leurs propres défauts ou faiblesses pour parvenir à la victoire. Cela implique souvent de transformer des handicaps apparents en avantages tactiques inattendus, surprenant ainsi les adversaires et renversant leurs attentes. 2. Exemples historiques de conversion. Greene illustre cette loi avec plusieurs exemples historiques saisissants. Il mentionne par exemple le général romain Scipion l'Africain, connu pour sa capacité à transformer les désavantages géographiques en opportunités stratégiques lors de la Deuxième Guerre punique. Scipion a utilisé l'ingéniosité tactique pour exploiter les faiblesses perçues de ses adversaires carthaginois, modifiant ainsi le cours de la guerre en sa faveur. Ce récit montre comment la créativité et la vision stratégique peuvent surmonter les obstacles et convertir les situations désavantageuses en victoires éclatantes. 3. La puissance de la réinvention personnelle. Une partie importante du chapitre concerne la réinvention personnelle et professionnelle. Greene explore comment les individus peuvent utiliser les revers et les défis personnels comme des opportunités pour se renforcer et se développer. Il prend l'exemple de Thomas Edison, dont les nombreux échecs dans la création de l'ampoule électrique ont été transformés en autant de leçons précieuses, le conduisant finalement à réussir. Cette capacité à transformer les échecs en apprentissage et en croissance personnelle est cruciale pour surmonter les obstacles et atteindre des objectifs ambitieux. 4. La stratégie du renversement d'attente. Greene explore également la stratégie du renversement d'attente, où l'on utilise une faiblesse apparente pour induire l'adversaire en erreur et le pousser à commettre des erreurs stratégiques. Il cite l'exemple de Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre le Grand, qui a simulé une retraite devant l'armée grecque lors de la bataille de Chéronée. Cette manœuvre a incité les Grecs à poursuivre les Macédoniens dans une position défavorable, résultant finalement en une défaite cuisante pour les forces grecques.
5. Applications contemporaines. Pour rendre ces enseignements pertinents dans le monde moderne, Green discute de l'application de la stratégie de la conversion dans le domaine des affaires et de la politique. Il montre comment les entreprises peuvent transformer les faiblesses structurelles en avantages concurrentiels en innovant et en se réinventant continuellement. De même, les leaders politiques peuvent utiliser les crises et les revers pour rallier le soutien public et renforcer leur position politique. Green souligne que cette capacité à transformer les défis en opportunités est essentielle dans un environnement concurrentiel où la résilience et l'adaptabilité sont des qualités clés du succès. 6. Conseils pratiques pour mettre en œuvre la stratégie de la conversion. En conclusion, Green offre des conseils pratiques pour mettre en œuvre la stratégie de la conversion dans nos vies personnelles et professionnelles. Il encourage à adopter une perspective stratégique sur les défis et les revers, en cherchant à identifier les opportunités cachées derrière les obstacles apparents. Il recommande également de cultiver une mentalité de croissance et d'apprentissage continu, en utilisant chaque expérience comme une occasion de renforcer nos compétences et d'élargir nos horizons. Conclusion. Le chapitre « Transformez vos faiblesses en force, la stratégie de la conversion » de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » nous rappelle que la véritable maîtrise stratégique réside dans notre capacité à transformer les défis en opportunités. En utilisant la stratégie de la conversion, nous pouvons non seulement surmonter les obstacles mais aussi les utiliser comme des leviers pour atteindre des niveaux de succès inattendus. Robert Greene nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer cette stratégie dans nos propres stratégies, nous permettant ainsi de naviguer avec succès à travers les défis de la vie avec détermination et résilience. Chapitre 12. Perdez des batailles, mais gagnez la guerre, la stratégie de la guerre d'usure. Introduction. Le chapitre 12 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » explore la stratégie de la guerre d'usure, une méthode longue et souvent pénible pour parvenir à la victoire finale. Robert Greene nous guide à travers les principes et les applications historiques de cette stratégie, montrant comment des figures stratégiques ont utilisé la résistance et l'endurance pour affaiblir et épuiser leurs adversaires. Cette loi stratégique nous enseigne que parfois, la patience et la persévérance peuvent être des armes plus puissantes que la force brute. Résumé du chapitre 12. 1. Les fondements de la guerre d'usure. Le chapitre commence par définir la guerre d'usure comme une stratégie qui vise à épuiser les ressources, la volonté et l'énergie de l'adversaire sur une période prolongée. Greene souligne que cette tactique repose souvent sur la capacité à résister aux attaques répétées de l'ennemi, tout en cherchant à infliger des pertes minimales de son propre côté. Cette approche nécessite une planification minutieuse, une gestion efficace des ressources et une compréhension profonde de la psychologie de l'adversaire. 2. Exemples historiques de guerre d'usure. Greene illustre cette loi avec plusieurs exemples historiques significatifs. Il cite notamment la guerre du Vietnam, où les forces vietnamiennes communistes ont utilisé des tactiques de guérilla et de guerre d'usure contre les forces armées américaines. Les Vietnamiens ont exploité leur connaissance du terrain, leur résilience et leur capacité à survivre dans des conditions difficiles pour éroder progressivement la volonté de l'ennemi et le contraindre à se retirer. Ce conflit montre comment une force apparemment inférieure peut triompher grâce à une stratégie de longue haleine et à une adaptation constante aux conditions changeantes du champ de bataille. 3. La stratégie des petites victoires. Une partie essentielle du chapitre concerne la stratégie des petites victoires. Greene explique que dans une guerre d'usure, il est crucial de reconnaître et de célébrer les petites victoires tactiques qui contribuent progressivement à l'effondrement de l'adversaire. En accumulant des succès modestes mais répétés, les stratèges peuvent construire une dynamique favorable et affaiblir la résistance de l'adversaire au fil du temps. Cette approche nécessite une patience stratégique et une capacité à maintenir la motivation et la détermination malgré les revers temporaires. 4. Utilisation de la psychologie de l'endurance. Greene explore également la dimension psychologique de la guerre d'usure. Il souligne que cette stratégie vise souvent à miner la confiance et la détermination de l'adversaire en prolongeant le conflit au-delà de ses limites prévues. En faisant preuve de résilience et de persévérance, les stratèges peuvent créer un sentiment d'incertitude et de frustration chez leurs ennemis, les poussant éventuellement à commettre des erreurs stratégiques coûteuses. Cette utilisation subtile de la psychologie de l'endurance est essentielle pour maintenir l'initiative et affaiblir progressivement la position de l'adversaire. 5. Applications contemporaines. Pour rendre ces enseignements pertinents dans un contexte moderne, Greene discute de l'application de la guerre d'usure dans les affaires, la politique et d'autres domaines compétitifs. Il montre comment les entreprises peuvent utiliser des stratégies de marché à long terme pour éroder la part de marché de leurs concurrents, en construisant lentement mais sûrement leur propre domination. De même, les leaders politiques peuvent utiliser des tactiques de négociation prolongées pour affaiblir la position de leurs adversaires et renforcer leur propre influence. Greene souligne que la guerre d'usure nécessite un engagement à long terme et une résilience face aux revers temporaires, mais peut conduire à des victoires décisives lorsque bien exécutées. 6 conseils pratiques pour mettre en œuvre la guerre d'usure. En conclusion, Greene offre des conseils pratiques pour mettre en œuvre la guerre d'usure dans nos stratégies personnelles et professionnelles.
Il encourage à développer une vision à long terme, en identifiant les domaines où une résistance continue peut produire des résultats significatifs sur le long terme. Il recommande également de maintenir une flexibilité stratégique, en ajustant nos tactiques en fonction des évolutions du terrain et des réponses de l'adversaire. Enfin, Green souligne l'importance de maintenir la motivation et la discipline au cours d'une guerre d'usure, en se concentrant sur des objectifs à court terme tout en gardant à l'esprit l'objectif final de la victoire. Conclusion. Le chapitre « Perdez des batailles, mais gagnez la guerre, la stratégie de la guerre d'usure » de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » nous enseigne que la patience et la persévérance peuvent être des armes puissantes dans tout conflit prolongé. En utilisant la guerre d'usure comme une stratégie, nous pouvons affaiblir progressivement nos adversaires, tout en construisant notre propre position de force. Robert Greene nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer cette stratégie dans nos propres stratégies, nous permettant ainsi de naviguer avec succès à travers les défis persistants de la vie avec résilience et détermination. Chapitre 13, Soyez prêts à tout, la stratégie de la préparation totale. Introduction. Le chapitre 13 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » explore une loi fondamentale de la stratégie, la préparation totale. Robert Greene nous guide à travers les principes et les applications historiques de cette stratégie, montrant comment une préparation minutieuse peut être la clé de la victoire dans des situations où l'imprévu et l'incertitude règnent. Cette loi stratégique nous enseigne que la prévoyance, la planification exhaustive et la flexibilité sont essentielles pour surmonter les défis et capitaliser sur les opportunités. Résumé du chapitre 13. 1. Les fondements de la préparation totale. Le chapitre commence par établir l'importance de la préparation totale comme une stratégie proactive pour anticiper et répondre aux défis potentiels. Greene souligne que la préparation ne se limite pas à la simple anticipation des événements mais implique également la mise en place de plans détaillés, la formation adéquate et la création de réseaux de soutien pour faire face à toute éventualité. Cette approche vise à minimiser les surprises et à maximiser la capacité à réagir de manière efficace dans des situations critiques. 2 exemples historiques de préparation totale. Greene illustre cette loi avec plusieurs exemples historiques significatifs. Il cite par exemple la campagne d'Alexandre le Grand en Asie centrale, où la préparation méticuleuse de ses armées en termes de logistique, de stratégie militaire et de gestion des ressources a permis de surmonter les défis géographiques et climatiques extrêmes. Alexandre le Grand a montré comment une planification exhaustive peut transformer des défis en opportunités de victoire, en adaptant ses stratégies aux réalités changeantes du terrain. 3. L'importance de l'adaptabilité. Une partie cruciale du chapitre concerne l'adaptabilité comme composante essentielle de la préparation totale. Greene explique que même avec une préparation exhaustive, il est crucial d'être flexible et capable de modifier les plans en fonction des développements sur le terrain. Il cite l'exemple de la guerre froide, où les stratèges américains et soviétiques ont dû constamment ajuster leur stratégie militaire et diplomatique en réponse aux actions adverses imprévues. Cette capacité à s'adapter rapidement et efficacement aux changements de situation est essentielle pour maintenir l'avantage stratégique dans des environnements dynamiques et complexes. 4. La préparation comme dissuasion. Greene explore également la dimension dissuasive de la préparation totale. Il souligne que le simple fait de démontrer une capacité robuste à faire face aux menaces potentielles peut dissuader les adversaires de lancer des attaques. Cette dissuasion repose sur la crédibilité de la capacité à répondre de manière décisive et efficace à toute agression, réduisant ainsi le risque de conflit ouvert. Cette stratégie est particulièrement pertinente dans les relations internationales et la sécurité nationale, où la dissuasion peut prévenir les crises et maintenir la stabilité géopolitique. 5. Application contemporaine. Pour rendre ces enseignements pertinents dans le monde moderne, Greene discute de l'application de la préparation totale dans divers domaines, y compris les affaires, la politique et la gestion de crise. Il montre comment les entreprises peuvent minimiser les risques opérationnels en mettant en œuvre des plans de continuité des activités et des stratégies de gestion des crises. De même, les gouvernements peuvent renforcer leur résilience face aux menaces cybernétiques, aux pandémies et autres défis mondiaux en investissant dans des capacités de préparation et de réponse rapides et efficaces. Greene souligne que la préparation totale nécessite un engagement à long terme et une allocation prudente des ressources pour assurer une protection maximale contre les menaces potentielles. 6. Conseils pratiques pour mettre en œuvre la préparation totale. En conclusion, Greene offre des conseils pratiques pour mettre en œuvre la préparation totale dans nos vies personnelles et professionnelles. Il encourage à adopter une approche systématique de la planification, en identifiant et en évaluant les risques potentiels dans tous les aspects de nos activités. Il recommande également de cultiver une culture organisationnelle axée sur la prévoyance et la résilience, en formant le personnel à réagir de manière efficace et coordonnée face aux crises imprévues. Enfin, Greene souligne l'importance de la surveillance continue et de l'adaptation des stratégies de préparation en réponse aux évolutions du paysage des menaces et des opportunités. Conclusion. Le chapitre « Soyez prêts à tout », la stratégie de la préparation totale, de « Stratégie,
les 33 lois de la guerre, nous rappellent que la prévoyance et la planification exhaustive peuvent être des atouts décisifs dans tout environnement compétitif et incertain. En utilisant la préparation totale comme une stratégie, nous pouvons non seulement anticiper et répondre efficacement aux défis mais aussi créer des opportunités stratégiques significatives. Robert Greene nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer cette stratégie dans nos propres stratégies, nous permettant ainsi de naviguer avec succès à travers les complexités et les dynamiques changeantes de la vie avec résilience et confiance. Chapitre 14. Écraser complètement l'ennemi, la stratégie de l'anéantissement. Introduction. Le chapitre 14 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » explore une des lois les plus radicales de la stratégie militaire, celle de l'anéantissement complet de l'ennemi. Robert Greene nous plonge dans les intrications de cette stratégie, montrant comment elle a été utilisée à travers l'histoire pour obtenir des victoires décisives et pour éliminer toute menace future. Cette loi stratégique nous enseigne que parfois, une victoire totale et sans compromis est nécessaire pour assurer la sécurité et la prééminence à long terme. Résumé du chapitre 14. 1. Les fondements de l'anéantissement. Le chapitre commence par établir que la stratégie de l'anéantissement vise à éliminer complètement la capacité de l'ennemi à se battre et à menacer à nouveau. Greene souligne que cette approche ne vise pas seulement à gagner une bataille, mais à supprimer toute résistance future en détruisant les forces adverses de manière décisive. Cette loi nécessite souvent une préparation minutieuse, une planification stratégique complexe et l'utilisation de ressources massives pour assurer la domination totale sur le champ de bataille. 2 exemples historiques de l'anéantissement. Greene illustre cette loi avec plusieurs exemples historiques significatifs. Il cite par exemple la campagne de Jules César en Gaule, où César a utilisé des tactiques de guerre de siège et des stratégies de destruction totale pour écraser les tribus gauloises rebelles. En concentrant ses forces sur des attaques ciblées et en démantelant les infrastructures militaires et économiques de l'ennemi, César a réussi à imposer la domination romaine sur la région. Cet exemple montre comment une stratégie d'anéantissement peut transformer une menace potentielle en une victoire durable et une expansion territoriale. 3. La nécessité de la force écrasante. Une partie cruciale du chapitre concerne l'importance de la force écrasante pour garantir le succès de la stratégie d'anéantissement. Greene explique que pour éliminer complètement l'ennemi, il est souvent nécessaire d'employer une puissance de feu supérieure, une supériorité numérique écrasante et une coordination stratégique impeccable. Cette approche vise à déborder les capacités de résistance de l'adversaire et à forcer une capitulation inconditionnelle, minimisant ainsi les pertes et les risques de résistance prolongée. 4. La stratégie de la terreur et de l'intimidation. Greene explore également la dimension psychologique de la stratégie d'anéantissement, notamment l'utilisation de la terreur et de l'intimidation pour affaiblir la volonté de l'ennemi. Il souligne que des tactiques comme la destruction systématique des ressources, les représailles brutales contre les populations civiles et la démonstration de puissance militaire peuvent saper la morale et l'unité de l'adversaire, facilitant ainsi une victoire rapide et totale. Cette stratégie est particulièrement pertinente dans les conflits asymétriques où une force plus faible cherche à compenser son désavantage par des moyens psychologiques et tactiques. 5. Application contemporaine. Pour rendre ces enseignements pertinents dans le monde moderne, Greene discute de l'application de la stratégie d'anéantissement dans les affaires, la politique et d'autres domaines compétitifs. Il montre comment les entreprises peuvent utiliser des tactiques de marketing agressives et des stratégies de domination du marché pour éliminer la concurrence et consolider leur position de leader. De même, les stratèges politiques peuvent utiliser des campagnes de dénigrement ciblées et des alliances stratégiques pour neutraliser les adversaires politiques et renforcer leur propre pouvoir. Greene souligne que la stratégie d'anéantissement nécessite une analyse approfondie des forces et des faiblesses de l'adversaire, ainsi qu'une capacité à agir de manière décisive et implacable lorsque nécessaire. 6 conseils pratiques pour mettre en œuvre la stratégie d'anéantissement. En conclusion, Greene offre des conseils pratiques pour mettre en œuvre la stratégie d'anéantissement dans nos stratégies personnelles et professionnelles. Il encourage à développer une capacité d'évaluation rapide des vulnérabilités de l'adversaire, en identifiant les points faibles qui peuvent être exploités pour obtenir une victoire rapide et décisive. Il recommande également de maintenir une flexibilité stratégique, en ajustant les tactiques en fonction des réactions adverses et des développements sur le terrain. Enfin, Greene souligne l'importance de maintenir la discipline et la détermination dans la poursuite des objectifs stratégiques à long terme, en gardant à l'esprit l'objectif ultime de l'anéantissement complet de toute menace potentielle. Conclusion. Le chapitre « Écraser complètement l'ennemi, la stratégie de l'anéantissement » de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » nous rappelle que dans certains contextes, une victoire totale et irréversible peut être nécessaire pour assurer la sécurité et la prééminence à long terme. En utilisant la stratégie de l'anéantissement comme une arme stratégique, nous pouvons non seulement éliminer les menaces actuelles mais aussi prévenir toute résurgence future de l'adversité. Robert Greene nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer cette stratégie dans nos propres stratégies, nous permettant ainsi de naviguer avec succès à travers les défis les plus complexes de la vie avec audace et détermination. Chapitre 15.
frapper à un endroit précis, ébranler tout, la stratégie du point faible. Introduction. Le chapitre 15 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » explore la stratégie du point faible, une approche tactique visant à identifier et à exploiter les vulnérabilités critiques de l'adversaire pour obtenir un avantage décisif. Robert Greene nous guide à travers des exemples historiques et des principes psychologiques pour démontrer comment cette stratégie peut être appliquée avec succès non seulement sur le champ de bataille mais aussi dans les affaires, la politique et d'autres domaines compétitifs contemporains. Résumé du chapitre 15. 1. Les fondements de la stratégie du point faible. Le chapitre commence par établir que la stratégie du point faible repose sur l'identification minutieuse des vulnérabilités critiques de l'adversaire. Greene explique que chaque adversaire, qu'il soit individu, organisation ou nation, a des points faibles qui peuvent être exploités pour affaiblir sa position et renforcer la nôtre. Cette approche nécessite une analyse stratégique approfondie, une compréhension des dynamiques de pouvoir et une capacité à identifier les faiblesses cachées sous la surface des apparences. 2 exemples historiques de la stratégie du point faible. Greene illustre cette loi avec plusieurs exemples historiques évocateurs. Il cite par exemple la campagne d'Alexandre le Grand contre l'Empire perse, où Alexandre a identifié les divisions internes et les désaccords politiques au sein de l'Empire pour affaiblir progressivement sa résistance. En concentrant ses attaques sur des points faibles spécifiques, comme l'utilisation de la diplomatie pour semer la discorde entre les satrapes perses, Alexandre a sapé l'unité et la résilience de l'Empire, ouvrant la voie à sa conquête rapide. 3. L'importance de la focalisation stratégique. Une partie cruciale du chapitre concerne l'importance de la focalisation stratégique sur les points faibles les plus critiques. Greene explique que pour que cette stratégie soit efficace, il est essentiel de prioriser les vulnérabilités qui ont le potentiel maximal de déséquilibrer l'adversaire et de créer des fissures dans sa défense. Cela nécessite souvent une combinaison d'intelligence stratégique, d'espionnage efficace et d'une compréhension profonde des motivations et des faiblesses psychologiques de l'adversaire. 4. La stratégie de la démoralisation. Greene explore également la dimension psychologique de la stratégie du point faible, notamment son potentiel à démoraliser et à désorienter l'adversaire. Il souligne que l'exploitation habile des points faibles peut non seulement affaiblir la résistance physique de l'adversaire mais aussi miner sa volonté de se battre. Des tactiques comme la propagande ciblée, la diffusion de rumeurs et l'utilisation de scandales peuvent saper la confiance interne de l'adversaire, rendant ainsi sa défaite plus probable et moins coûteuse. 5. Application contemporaine. Pour rendre ces enseignements pertinents dans le monde moderne, Greene discute de l'application de la stratégie du point faible dans les affaires, la politique et d'autres domaines compétitifs. Il montre comment les entreprises peuvent utiliser des analyses de marché détaillées pour identifier les lacunes dans les offres concurrentes et introduire des produits innovants qui exploitent ces faiblesses. De même, les stratèges politiques peuvent utiliser des campagnes de relations publiques pour exposer les scandales ou les incohérences des adversaires, sapant ainsi leur crédibilité et leur soutien public. 6. Conseils pratiques pour mettre en œuvre la stratégie du point faible. En conclusion, Greene offre des conseils pratiques pour mettre en œuvre la stratégie du point faible dans nos stratégies personnelles et professionnelles. Il encourage à développer une capacité d'observation aiguisée et à utiliser des outils d'analyse efficaces pour détecter les vulnérabilités cachées de l'adversaire. Il recommande également de maintenir la flexibilité stratégique, en ajustant les tactiques en fonction des réactions adverses et des développements sur le terrain. Enfin, Greene souligne l'importance de l'initiative et de l'audace dans l'exploitation des opportunités stratégiques, en gardant toujours à l'esprit l'objectif ultime d'obtenir un avantage décisif à partir des points faibles de l'adversaire. Conclusion. Le chapitre « Frapper à un endroit précis, ébranler tout, la stratégie du point faible » de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » nous rappelle que souvent, ce sont les petites fissures dans l'armure de l'adversaire qui peuvent conduire à une victoire éclatante. En utilisant la stratégie du point faible comme une arme stratégique, nous pouvons non seulement affaiblir la position de nos concurrents mais aussi renforcer notre propre avantage compétitif. Robert Greene nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer cette stratégie dans nos propres stratégies, nous permettant ainsi de naviguer avec succès à travers les défis et les compétitions de la vie avec finesse et détermination. Chapitre 16. Rappelez-vous de vos alliés, honorez-les, trompez-les. Introduction. Le chapitre 16 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » explore la dualité des alliances et des trahisons dans les conflits humains. Robert Greene nous guide à travers les nuances psychologiques et stratégiques qui entourent les relations entre alliés et les dangers potentiels de la trahison. À travers des exemples historiques et des principes universels, Greene montre comment naviguer habilement dans ce terrain complexe peut mener à des victoires décisives ou à des défaites humiliantes. Résumé du chapitre 16. 1. Les fondements de l'alliance. Le chapitre commence par poser la fondation de l'alliance comme une composante essentielle de toute stratégie efficace. Greene explique que les alliances sont souvent forgées par nécessité tactique ou par intérêt mutuel, et qu'elles peuvent renforcer la puissance collective des partenaires engagés dans un conflit commun.
Les alliances offrent non seulement un soutien logistique et militaire mais aussi une légitimité morale et politique qui peut être cruciale pour mobiliser des ressources et des alliés supplémentaires. 2. Les risques de la trahison. Green explore ensuite les risques inhérents à toute alliance, en particulier la possibilité de trahison. Il souligne que les alliances peuvent être fragiles et que les intérêts divergents, les rivalités personnelles ou les opportunités tentantes peuvent pousser les alliés à changer de camp ou à agir contre leurs partenaires d'hier. La trahison peut prendre différentes formes, allant de l'abandon ouvert sur le champ de bataille à la diplomatie secrète visant à saboter les efforts communs. 3. Exemples historiques d'alliances réussies. Green illustre cette loi avec plusieurs exemples historiques où des alliances stratégiques ont joué un rôle déterminant dans le cours des événements. Il cite par exemple la Ligue des Delphiens, une alliance de cités grecques anciennes qui s'est formée pour résister à l'invasion perse lors des guerres médiques. Malgré les différences politiques et culturelles, les cités grecques ont réussi à s'unir sous une bannière commune, repoussant finalement l'invasion perse et préservant leur autonomie respective. 4. Les dangers de la tromperie. Une partie cruciale du chapitre explore les tactiques de tromperie utilisées pour manipuler les alliés ou les adversaires. Green souligne que la tromperie peut être une arme stratégique puissante lorsqu'elle est utilisée avec discernement. Cependant, il met également en garde contre les conséquences potentiellement désastreuses de la tromperie mal calculée, soulignant que la perte de confiance peut compromettre non seulement une alliance spécifique mais aussi la réputation et la crédibilité d'une entité politique ou militaire plus large. 5. La gestion des alliances. Pour rendre ces enseignements pertinents dans le monde moderne, Green discute de l'importance de la gestion proactive des alliances. Il recommande de cultiver des relations basées sur la confiance mutuelle, la communication ouverte et la transparence. Il souligne également l'importance de l'alignement des intérêts à long terme et de la gestion des attentes pour éviter les malentendus et les conflits potentiels. En outre, Green encourage la vigilance constante et la capacité à reconnaître les signes précurseurs de la trahison potentielle, permettant ainsi de prendre des mesures correctives ou préventives à temps. 6. Conseils pratiques pour honorer et tromper les alliés. En conclusion, Green offre des conseils pratiques pour naviguer avec succès dans les complexités des alliances et des trahisons. Il souligne l'importance de l'intégrité personnelle et de l'engagement envers les obligations contractées dans le cadre des alliances. En même temps, il reconnaît la réalité des intérêts concurrents et encourage à développer une compréhension subtile des motivations et des ambitions des partenaires potentiels. Enfin, Green rappelle que la capacité à honorer les alliances tout en étant conscient des possibilités de tromperie peut fournir un avantage stratégique significatif dans les conflits futurs. Conclusion. Le chapitre 16 de « Stratégie », les 33 lois de la guerre, nous rappelle que les alliances et les trahisons sont des éléments fondamentaux de la stratégie humaine, à la fois en temps de guerre et de paix. Robert Greene nous invite à réfléchir profondément sur la nature des relations humaines et sur la manière dont nous pouvons utiliser ces dynamiques complexes à notre avantage dans toutes les sphères de la vie. En honorant nos alliés avec intégrité et en étant conscients des dangers potentiels de la tromperie, nous pouvons renforcer nos relations et maximiser nos chances de succès dans les défis à venir. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi la partie 1 de ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.